Partez sur les traces de Jean Gabin. Dans cette vidéo, on explore les lieux qui ont façonné sa vie et on visite le musée qui lui rend hommage. Anecdotes, images des époques et coulisses du cinéma, une immersion garantie dans l'univers d'une icône. Jean Gabin, né en 1904 à Paris, a passé son enfance et son adolescence à Myriel. Vécu à Myriel de son plus jeune âge jusqu'à son départ pour la capitale, c'est-à-dire globalement de 1904 jusqu'à ses débuts d'adulte, début des années 1920. À Myriel, le souvenir de Jean Gabin est partout. C'est ici, dans ce village du Val d'Oise, que le jeune Jean Moncorgé a grandi, avant de devenir l'une des plus grandes légendes du cinéma français. Entre les rues qu'il a parcourues enfant, Myriel garde intacte la mémoire de l'acteur. Suivez-nous sur les traces de Jean Gabin, là où tout a commencé. Caveau de la famille Moncorgé dite Gabin, notamment Ferdinand Moncorgé, le père de Jean Gabin, 1868-1933. Jean Gabin lui-même n'y repose pas, il avait demandé que ses cendres soient dispersées en mer, ce qui a été fait au large de Brest après son décès en 1976. Église Saint-Éloi de Myriel est bâtie sur l'emplacement d'une ancienne chapelle du XIIIe siècle dont il ne subsiste qu'une porte dans le bas de la nef. Érigée en paroisse en 1713, elle fit tout de suite l'objet de grands travaux. La nef fut alors reconstruite, tandis que le chœur et le sanctuaire du XVIe siècle furent préservés. Madeleine Moncorgé, 1890 à 1970, sœur de Jean Gabin qui la considérait comme sa seconde mère. La descente de croix d'après Rubens visible dans l'église est son œuvre. Les bords de l'Oise faisaient partie de ses terrains de jeu favoris. Il y passait du temps après l'école, profitant des eaux calmes et des espaces verts qui entouraient Myriel, loin de l'agitation parisienne où il venait parfois. Même après être devenu une star du cinéma français, ce paysage de son enfance est resté ancré dans ses souvenirs. C'est pendant la période comprise entre les deux dernières guerres que les berges de l'Oise connaissent à Myriel une grande activité. Les pierres à plâtre étaient chargées sur des péniches à l'emplacement de l'usine actuelle de Prestia-Lafarge. Le gypse ne devait pas être traité sur place à cette époque. Sur le port, une grue d'une flèche de 30 mètres assurait les transbordements, jusqu'en 1932. C'est aussi à Myriel, devant une croix de pierre érigée en mémoire du marquis de Montebello, tombé foudroyé en ce lieu, que Jean lit cette phrase, « Veillez et priez car vous ne savez ni le jour ni l'heure ». Jean ne cessera de la répéter toute sa vie en la transformant en « Nul ne sait ni le jour ni l'heure ». Passionné de trains dès l'enfance, Jean Gabin les observait depuis la maison familiale de Myriel, rêvant de devenir conducteur de locomotive. Un rêve qu'il réalisera à l'écran dans La Bête humaine de Jean Renoir. Le week-end le café de son ami André Leduc. André Leduc, double vainqueur du Tour de France, en 1930 et 1932. Tiendra un bistrot le week-end à Myriel après la guerre, jusqu'aux années 1950. Ami du chanteur Maurice Chevalier et l'acteur Jean Gabin, il faisait partie de ses amis. Nous arrivons place Jean Gabin avec le musée que nous allons découvrir. Inauguration en présence de nombreuses personnalités.
à Myriel. Son goût pour le terroir, son goût pour les chevaux. Il avait aussi le goût pour la chasse parce que dès sa jeunesse, il avait son beau-frère Jean Poésy, qui était un ancien champion de boxe, qui était aussi un amateur de chasse. Donc c'est lui qui l'a initié à la boxe, c'est lui qui l'a initié à la chasse. Il avait aussi dans ses amis d'enfance André Leduc, qui était le grand coureur cycliste qui habitait Myriel. Lui, il avait aussi le goût du vélo. Qui a gagné le Tour de France en 1930 et en 1932. Exactement. Exactement, et qui avait son café à Myriel. Qui avait son café à Myriel. Chez André Leduc, qui est devenu aujourd'hui le bar le week-end. Il allait à la ferme des Haringues, il adorait s'occuper des chevaux. Et son rêve d'enfance, c'était un jour d'avoir sa propre ferme. Et grâce au cinéma, grâce au cachet d'acteur qu'il va gagner dans le cinéma, il va pouvoir amasser des terres, comme disait Michel. Il va pouvoir acheter cette grande propriété, la Pichonnière, dans l'Orne. Donc il va réaliser son rêve d'enfance qu'il avait à Myriel. Il va le réaliser en achetant cette ferme. Et le deuxième rêve qu'il avait en étant enfant, c'était d'être peut-être conducteur de locomotive un jour. Et à Myriel, il voyait passer les trains parce que sa maison était située juste en face de la gare de Myriel. Donc il imaginait que les trains qui passaient à Myriel allaient au bout du monde. C'est dans son imagination, c'est ce qu'il imaginait. Et en fait, ils allaient juste à Valmondois, les trains. Ils n'allaient pas très très loin. C'était pas vraiment le bout du monde. C'était pas le bout du monde. Mais c'était un de ses premiers rêves, c'était être conducteur de locomotive. Et dans le film La Bête humaine, il va aussi réaliser ce rêve d'être un jour conducteur de locomotive. C'est lui qui va conduire, d'ailleurs. Dans La Bête humaine, c'est lui qui conduit. La locomotive, c'est lui qui conduit la locomotive. Ça ne m'étonne pas, parce que moi j'ai des photos de tournage, il est dans un état... Il avait été adopté vraiment par les cheminots. Par tous les cheminots, ça m'étonne etc. pas. C'était vraiment... Et les cheminots d'ailleurs lui ont offert une burette d'huile qui a été offerte à Jean Gabin et qu'on a en hommage à son rôle dans La Bête humaine. Dans sa maison qui est toute en longueur comme ça, et il a sa chambre, il y a un pignon. Et de sa fenêtre de sa chambre, elle donne directement sur la cour marchande, c'est-à-dire là où il y avait vraiment un trafic très important de trains, à vapeur à l'époque forcément. Hein. Et alors il passait des journées entières à la fenêtre à regarder les trains. Les locaux. Et les locaux, alors forcément les locaux, ça c'était... Où on voit Jean avec son épouse Dominique le jour du mariage. Et cette photo est très très belle, donc on a vraiment tenu à la mettre dans le musée. Pour aller au mémorial, on a toute une galerie de portraits, une galerie de portraits de famille, et notamment avec cette photo qui est magnifique, prise le jour du mariage. Il s'est marié le jour de la naissance de ma femme. Ah oui, exact. Et Dominique, donc son épouse, était une mannequin de chez Lanvin. Et c'est un ami commun qui les avait fait se rencontrer, qui a été entre guillemets entremetteur. Et donc elle était mannequin chez Lanvin et ça a été la mère de ses 3 enfants. Parce qu'avant il a eu d'autres épouses. Sa première épouse c'était Gaby Basset. Ensuite il a été en couple avec Jeanne Mauchin, dite Doriane. Pas très longtemps. Et bon, après il a eu la période avec Marianne Dietrich. Quand il est parti à Hollywood. Et après en revenant il va rencontrer Dominique. Et elle va devenir la femme de sa vie, la mère de ses enfants. Voilà. Et donc il a eu ses enfants, il avait déjà un certain âge. Donc il était très attentif à ses enfants. C'est pour ça qu'il n'aimait pas partir loin, ni rien de tout ça. Il voulait vraiment s'occuper de ses enfants. Et même quand il était en tournage, tous les jours, il téléphonait pour savoir si ses enfants allaient bien, s'ils avaient bien mangé, etc. C'était un papa poule. C'est vrai que ses enfants, pour lui, c'était quelque chose. C'était très important. C'était très... Contrairement à son image parfois un peu de dur, André Brunin disait qu'en fait c'était quelqu'un de très sensible intérieurement. Et très timide. C'est ça, exactement. Ouais, ça n'a pas l'air, mais il était très timide. Exactement. Oui, et très réservé surtout. Et très observateur. Et observateur. Très observateur. Une affiche rarissime. Elle est très belle celle-là, oui. Vous vous rendez compte quand vous voyez les films? Oui. Attendez, c'est toute notre histoire cinématographique. C'est ça. La Bandera, ça va être son premier grand succès, grand film dans sa carrière qui va un peu marquer, on va dire, le moment où il va devenir l'acteur numéro 1 français à La Bandera. Ça a été un film très important dans sa carrière. Et son premier film, c'est Chacun sa chance. Avec Gaby Basset, sa première épouse. Et c'était quelqu'un qui était très fidèle finalement. C'est ça. Parce qu'en réalité, sa première épouse,
il l'a pratiquement fait tourner dans presque tous les films qu'il a fait. Il trouvait toujours un petit rôle, Il y a beaucoup d'acteurs qu'il a fait tourner avec Paul Francoeur, par exemple. On le retrouve dans plein de films avec Jean Gabin. Il avait des fidèles. Il avait toujours sa même habilleuse aussi. Oui. Toujours, il était très fidèle par rapport il y avait Dalban, à son équipe. Qui était habité Montmorency. Moi j'ai connu Dalban, qui était un ami de Jean Gabin. Ils étaient très amis. Professionnel, il y avait beaucoup de tournages sur lesquels c'était toujours Marcel Dole, photographe de plateau. Quand on regarde tous les dernières photos de tournage, c'est tout le temps Marcel Dole. Et après, il voulait travailler souvent avec les mêmes réalisateurs. Il était très proche aussi avec le réalisateur Gilles Grangier. Et quand on regarde sa filmographie, il y a beaucoup de films qu'il a tourné avec Gilles Grangier et qui était un ami proche aussi de Gabin avec les années. Puis évidemment, il y a eu le partenariat avec Michel Audiard. Moi, j'ai eu l'occasion de me connaître Gilles Grangier. Ah, tu l'as connu, Michel? Génial. Il y avait aussi Jacques Barre, le producteur Jacques Barre, qui était un proche aussi de Jean Gabin et qui restait dans la Société des Amis du Musée Jean Gabin jusque dans les années 90, fin des années 90. Ici, on a sa photo de classe aussi ici. Ouais, ça, c'est sympa. On le voit à Janson de Sailly. Il est là. Là, c'est avec Michel Morgan, c'était pour la première cérémonie des Césars. Jean Gabin, parce que comme on le disait tout à l'heure, Jean Gabin a grandi à Mériel, et depuis la fenêtre de sa chambre, il voyait passer des trains à la gare de Mériel. Donc on a voulu recréer cette chambre qui était importante, parce que ça a été aussi un peu le creuset de sa personnalité. Ici, on a voulu montrer son amour des trains avec une locomotive en jouet. On a mis une photo de sa sœur Madeleine et de sa maman Hélène sur la petite table de nuit. Oui, parce qu'en réalité, il a été élevé surtout par sa sœur. Poésie. C'est ça, Madeleine Poésie. Donc, je parlais tout à l'heure de Jean Poésie, qui était le champion de boxe, qui lui a donné son goût pour la boxe et pour la chasse. Il était le mari de Madeleine, sa sœur aînée, qui l'a beaucoup élevé parce que sa mère, Hélène, avait été chanteuse en café-théâtre, et un jour elle a perdu sa voix. Et quand elle a perdu sa voix, elle est devenue ensuite très triste, et elle s'occupait un peu moins de ses enfants après. Elle est devenue plus massière. Elle est décédée. Jean Gabin avait 14 ans. Oui, il était très jeune à l'époque. Il était très jeune. Il était très jeune quand il est décédé. Donc Madeleine, sa sœur aînée, et Jean Poésie ont été très importants dans son éducation parce qu'ils l'ont un peu pris sous leur aile. En plus, leur père Ferdinand, il jouait beaucoup aux courses, donc il n'était pas beaucoup à la maison, il avait des horaires un peu volatiles. Donc c'est beaucoup Madeleine et Jean Poésie qui ont élevé Jean pendant son adolescence. Alors ici, on a toute une période sur sa jeunesse. On a recréé la ligne de vie de Jean Gabin, que j'ai écrit de 1904 à 1976, le jour de son décès, mais on l'a prolongé un petit peu jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2025, avec des événements qui ont eu lieu, qui sont importants après son départ. Et ici, dans cette ligne de vie, on a voulu montrer le Gabin enfant. On a des très belles photos dans la collection. On voit son père, on voit sa mère, on les voit devant la maison familiale. On voit son grand-père, on a le bulletin de mariage des parents, on a des notes, on a des petites lettres. On a ici un très beau dessin qui a été fait par Madeleine, parce que je parlais tout à l'heure de Madeleine, sa sœur aînée. Elle avait une fibre artistique. Donc elle était à la fois dessinatrice, elle jouait du piano, et elle avait aussi peint une descente du Christ, d'après Rubens, qu'on peut encore voir aujourd'hui dans l'église de Mériel. Elle était vraiment très douée pour l'art. Et il y avait une fibre artistique dans la famille parce que les parents étaient aussi chanteurs de café-concert. Donc même si Jean Gabin au départ, ses passions c'était plutôt la ferme, les chevaux, la boxe, il y avait quand même une fibre artistique à la maison. Et ici on a effectivement la crécelle de Jean Gabin, parce que quand il était enfant, il adorait jouer avec cette crécelle. C'est une des plus belles pièces qu'on a dans la collection du musée. Et c'est le père de Jean Gabin qui va forcer Jean Gabin un jour à rentrer dans le milieu du spectacle. Parce que quand il arrive à 18 ans, il va enchaîner des petits boulots, il va être manœuvre, il va être cimentier, mais il a un peu de mal à se fixer. Et son père, un jour, en a un petit peu marre, il a envie qu'il se fixe, donc il lui propose, il va le piéger, il lui propose de l'emmener à Paris pour lui présenter un ami à lui qui est propriétaire d'un garage.
Et il lui explique que peut-être s'il devient garagiste, ça va l'aider pour ensuite devenir conducteur de locomotive ou mécanicien sur des locomotives. Donc Jean Gabin, il accepte de l'accompagner. Et quand ils arrivent à Paris, son père lui dit, juste avant, je dois passer aux Folies Bergères, voir un ami, ça ne te dérange pas? Jean Gabin lui dit non, on peut y aller. Et quand ils arrivent aux Folies Bergères, là il est piégé, parce que le directeur des Folies Bergères tend un contrat à Jean Gabin, et il lui dit tu signes en bas. Et devant son père, Jean Gabin, il va ne pas oser refuser, il va signer. Et il va commencer sa carrière comme ça, il va commencer comme figurant sur les planches, dans les théâtres, dans le café-concert. Et c'est comme ça que sa carrière dans le spectacle va commencer. Ensuite, un peu plus tard, il va rencontrer Mistinguett, un peu par hasard, parce qu'il va jouer sur scène une audition. La salle est dans le noir, il ne voit pas Mistinguett, mais Mistinguett est assise dans la salle, elle est dans le noir, lui ne peut pas la voir, mais elle le voit, et elle le trouve excellent. Elle trouve qu'il a un charisme, son jeu d'acteur, son talent peuvent lui permettre de devenir une vedette, donc elle va lui proposer un rôle dans un de ses spectacles. Jean Gabin va accepter, et c'est comme ça que sa carrière va commencer à prendre de l'essor. Il va aussi se rendre compte que dans ce milieu-là, il va rencontrer des jolies comédiennes, il va se rendre compte aussi que les cachets d'acteurs sont intéressants. Donc petit à petit, il va commencer à prendre goût à cette vie d'acteur. Donc il va enchaîner après des rôles dans lesquels il va imiter Maurice Chevalier. Il va devenir une vedette sur la scène des cafés-concerts, sur la scène du music hall. Et à ce moment-là, le cinéma parlant va arriver. Et au début du cinéma parlant, on cherche des acteurs. Parce que les acteurs de théâtre sont parfois un peu méfiants du cinéma. Pour eux, c'est un nouveau médium qui regarde un peu d'un air méfiant en pensant que ça va peut-être être seulement une mode. Et du coup, on a du mal à trouver des acteurs. Et l'épouse de Jean Gabin, Gaby Basset, sa première épouse, elle va jouer dans le film Chacun sa chance. Et lui aussi va rejoindre le casting du film Chacun sa chance. Et ça va être son premier film, Chacun sa chance. C'est pas compliqué quand il faut gagner sa coupe. Jean Gabin va devenir vraiment un des acteurs numéro 1 du cinéma français. Et là, il va enchaîner toute une série de très grands films. La Grande Illusion, avec Pierre Freinet, Eric von Stroheim, qui va rester un des chefs-d'œuvre du cinéma français. Le jour se lève, de Marcel Carné, qui va aussi être un des chefs-d'œuvre du cinéma français. Évidemment, Quai des Brumes de Marcel Carné aussi, qui va rester mythique avec la fameuse scène avec Michel Morgan, qui est restée mythique. On a aussi La Bête humaine de Jean Renoir, dans lequel il va jouer le rôle du conducteur de locomotive, ce qui était un de ses rêves quand il était enfant à Mériel, qu'il a pu réaliser grâce au cinéma. C'est resté iconique. Il va enchaîner avec beaucoup de très grands films à cette période, jusqu'à la guerre. Le dernier film qu'il va faire, c'est Remorque avec Michel Morgan, juste avant de partir aux États-Unis. Et le film Remorque va se terminer un peu en catastrophe parce que les Allemands sont en train d'arriver, ils sont en train d'envahir la France. Et le tournage va se terminer un petit peu à la va-vite. Et il va, lui, refuser d'aller tourner avec les Allemands parce que les Allemands lui proposent de jouer dans des films de propagande pour une société de production qui s'appelle la Continentale. Mais Jean Gabin, évidemment, est un patriote et il refuse de collaborer avec les Allemands. Donc il décide de fuir dans le sud de la France. Il va aller se réfugier chez des amis à lui qui s'appellent les Meuniers, chez qui il va vivre pendant quelques temps, mais très vite il va se rendre compte qu'il ne peut plus tourner, parce qu'en zone libre il n'y a aucun tournage de film, donc il se rend compte qu'il, s'il veut continuer sa carrière d'acteur, sa seule solution c'est de partir aux États-Unis. Michel Morgan, qui a tourné avec lui dans le film Remorque, vient de rejoindre les États-Unis, il est parti à New York, et lui il décide aussi de rejoindre les États-Unis pour pouvoir continuer à tourner des films. Donc d'abord il doit réussir à partir et pour ça il est obligé de faire une demande de passeport. Donc il va réussir à obtenir un passeport, il va réussir à partir d'abord en Espagne pour ensuite rejoindre New York. Et quand il va arriver à New York, il va se rendre compte que il va faire la rencontre de Marlène Dietrich. Et Marlène Dietrich lui propose de l'accompagner à Hollywood.
Et c'est là à Hollywood qu'il va tourner le film L'Imposteur, qui va tourner aussi dans le film La péniche de l'amour. Mais très vite à Hollywood il va s'ennuyer parce qu'il est au bord d'une piscine à Hollywood avec Marlène Dietrich. Mais très vite la culture française lui manque. Il se rend compte aussi que en France, ses camarades, ses amis, beaucoup ont rejoint la résistance, beaucoup se sont engagés militairement. Et lui il ne veut pas rester planqué. Il ne veut pas qu'on dise de lui qu'il est resté planqué pendant toute la période de la guerre. Donc il va décider de quitter cet exil doré au bord de sa piscine de Californie pour rejoindre les FNFL, les Forces Navales Françaises Libres. Donc il repart à New York et là il décide de s'engager dans les FNFL. Et son premier engagement dans les FNFL, il va le faire sur un bateau. Il va embarquer à bord du bateau qui s'appelle l'Elorn. Et sa mission, ça va être d'escorter des pétroliers dans l'océan Atlantique. Et pendant cette traversée de l'océan Atlantique, les pétroliers vont être attaqués par des Stukas allemands. Il va frôler la mort. C'est à cette période-là où ses cheveux vont devenir blancs. Il va vraiment frôler la mort. Mais heureusement, il va en réchapper. Il va rejoindre l'Afrique du Nord. Et en Afrique du Nord, là, il va devenir instructeur. Il va instruire les troupes, il va former les jeunes soldats en Afrique du Nord. Et on commence à préparer les prochains débarquements qui vont avoir lieu en France. Lui, il aimerait bien faire le premier débarquement, mais l'état-major lui refuse. Par contre, il va pouvoir participer au deuxième débarquement à Brest. Et là, à Brest, heureusement, il a de la chance à nouveau parce que quand il va arriver dans la rade de Brest, la rade de Brest n'est pas encore déminée. Mais heureusement, son bateau ne va pas être détruit, il va pouvoir accoster et il va pouvoir ensuite devenir chef de char. En tant que chef de char, il va participer à la libération de la poche de Colmar, la libération de la poche de Royan. Il va même aller ensuite jusqu'au nid d'aigle d'Hitler à Berchtesgaden. Donc il va vraiment combattre de manière active, il va risquer sa vie tous les jours dans un char d'assaut avec 3 autres hommes, le char d'assaut Choufleur 2, pour lequel il était chef de char. Et il va pour cela devoir vaincre ses plus grandes peurs, parce qu'il avait peur du feu et il était claustrophobe. Donc vous imaginez dans un char d'assaut d'une toute petite superficie avec 3 autres camarades militaires, il devait tous les jours affronter ses plus grandes peurs, à la fois du feu et aussi sa claustrophobie. Il va devenir, on peut dire, un héros de guerre parce qu'il va vraiment risquer sa vie, mais tout en restant très humble, parce qu'en tant que chef de char, il refuse qu'on l'appelle Jean Gabin, il veut qu'on l'appelle Jean Moncorgé, et il refuse qu'on le voit comme une vedette de cinéma. Et il avait une formule qui était très drôle, il disait « il n'y a pas plus de Gabin que de beurre en branche, appelez-moi Moncorgé ». Ça, c'est resté une période de sa vie sur laquelle il est resté très humble, il en a très peu parlé, même à ses enfants, ils l'ont su que beaucoup plus tard qu'il avait été un vrai héros de guerre. Et d'ailleurs, quand à la fin de la guerre, il y a un défilé sur les Champs-Élysées, il refuse de défiler. Il va assister au défilé depuis la chambre de son hôtel, l'hôtel Claridge, sur les Champs-Élysées. Il va regarder avec émotion passer le char d'assaut Souffleur 2 avec ses anciens camarades, mais lui il refuse de défiler parce qu'il pense qu'en tant que vedette de cinéma, il va trop attirer l'attention. Donc il avait aussi ce côté très humble, et sur son parcours militaire, il est toujours resté très discret. Mais ça reste quand même un parcours exemplaire, parce qu'on peut se demander si aujourd'hui des grands acteurs du cinéma, s'ils oseraient encore quitter un exil doré à Hollywood pour aller s'engager en tant que chef de char. C'est un très très bel engagement, à la fois citoyen et militaire et patriote. Après la guerre, sa carrière va avoir un peu de mal à redémarrer. Vas-y Michel. Par contre, quand il sort de cette période, il a vieilli beaucoup. C'est-à-dire c'est plus le Jean Gabin jeune, le jeune premier de la période qu'on a vue avant. Et ça veut dire que pour lui, pour redémarrer et refaire une carrière, ça a été très très difficile. Il avait complètement changé, et ça veut dire qu'il fallait qu'il trouve des rôles complètement différents. C'est ça, on lui proposait plus des rôles de jeune premier, voilà. Il fallait qu'il se réinvente après la guerre. Et après la guerre, les premiers films qu'il va faire vont pas être des très grands films, parce qu'il va prendre un peu tous les rôles
qu'on lui propose juste après la guerre. C'est seulement à partir de 1953, Touchez pas au Grisby, que là vraiment sa carrière va redémarrer parce que ça va être un grand succès au cinéma. Il va redevenir l'acteur numéro 1 dans le cœur des Français parce qu'il joue le rôle de Max dans Touchez pas au Grisby. C'est aussi là qu'il va rencontrer Lino Ventura qui va rester un de ses grands amis. Ça va être une grande amitié aussi au cinéma parce qu'ils vont se retrouver dans plusieurs rôles, Le Clan des Siciliens et d'autres films. Donc c'est vraiment avec Touchez pas au Grisby qu'il va redémarrer sa carrière et retrouver son rôle de numéro 1 dans le cœur des Français. Après il va enchaîner beaucoup de films avec En cas de malheur, avec Brigitte Bardot, Les Misérables, Le Tonnerre de Dieu qui était un des films préférés de Jean Gabin. Ses deux films préférés c'était Le Tonnerre de Dieu et Un singe en hiver. Et dans Le Tonnerre de Dieu, il va jouer avec Robert Hossein. Ensuite, il va enchaîner effectivement Un singe en hiver, qui va rester un de ses très très grands rôles, dans lequel il va jouer avec Jean-Paul Belmondo. Ensuite, il va enchaîner beaucoup de très grands rôles comme Le Clan des Siciliens, Le Chat avec Simone Signoret. Simone Signoret, pour lequel on a ici une très très belle photo et pour lequel il avait eu un ours de Berlin. Donc l'ours de Berlin qu'il a eu pour le film Le Chat, il est exposé dans le musée, on pourra le voir aussi tout à l'heure. On a aussi montré dans la vitrine ici le scénario du film L'année sainte, qui est le dernier film qu'il a fait, en 1976. Oui, après on a, au niveau des dates, oui, après on a voulu montrer aussi la partie Gabin intime, montrer sa propriété à la Pichonnière. Parce que la Pichonnière, ça a été très important pour lui. Ça correspond. Oui, dans les années. Ça correspond ici. Dans les années, c'est ça. 76. C'est ça, parce qu'on a voulu montrer aussi, on a voulu montrer toutes les récompenses d'acteurs qu'il a eu, les trophées. Alors, quand on arrive dans cette période ici, on voit donc la fameuse maison dont on parlait tout à l'heure, la Pichonnière, qu'il a pu acheter grâce à tous ses cachets dans le cinéma. Très très belle propriété. C'était son rêve un jour d'avoir sa ferme et il a pu réaliser son rêve grâce au cinéma. Mais il y a eu un revers à la médaille, c'est qu'en achetant beaucoup de terres dans l'Orne, ça a suscité des jalousies. Tous les cultivateurs de la région ont commencé à être jaloux qu'il achète trop de terres. Et un jour, ils se sont rebellés. Ils sont venus envahir sa propriété, la Pichonnière, pendant la nuit, à 3 h du matin. Il a été réveillé par le bruit des voitures, le bruit des agriculteurs qui envahissaient sa maison. Et il a eu très très peur. Et en fait, ils sont venus pour montrer leur mécontentement. Et ça, pour lui, ça a été quelque chose de terrible. Parce que depuis son enfance à Mériel, où lui se sentait comme un enfant du terroir, un enfant de la ferme, c'était pour lui sa vraie identité. Et quand les cultivateurs sont venus envahir sa propriété, pour lui, ça a été un déchirement. Parce qu'il s'est senti rejeté par le monde paysan, alors que lui, il pensait qu'il appartenait au monde paysan. Il se sentait pas comme un saltimbanque, un acteur, il se sentait comme un enfant du terroir. Donc quand il s'est senti rejeté par le monde paysan, c'était pour lui quelque chose de terrible. Et à la fin de sa vie, il a été très très marqué par cet épisode. Il y a eu un grand procès, ça a été très médiatique à l'époque. Finalement, il a fini par retirer sa plainte, mais ça l'a vraiment marqué. Et un peu plus tard, quand il a commencé à être malade, plus tard, la maison a été revendue. Et encore aujourd'hui, pour ses enfants, c'est quelque chose qui est resté quelque chose comme un traumatisme. Le fait que le monde paysan rejette Jean Gabin, alors que lui, voilà, c'était vraiment une de ses passions et il se sentait vraiment faire partie de ce monde-là. On a aussi ici quelques documents qui sont très drôles. On a retrouvé ici un courrier du ministère des Finances qui lui a renvoyé un chèque de 1 franc 87 centimes parce qu'il avait payé un petit peu trop d'impôts. Et ce document, on l'a trouvé très drôle, donc on a voulu l'exposer dans les vitrines. Même lui, il a dû le trouver très drôle parce qu'il avait gardé le chèque dans ses archives. Son épouse Dominique avait gardé ça dans les archives. Oui. Ici, voilà, on montre aussi, on a mis son permis de chasse parce que c'était un passionné de chasse. On a parlé tout à l'heure de ses passions, hein. Il y avait le vélo, la chasse, la boxe, le sport en général. Et ici, on vous montre aussi tous ses trophées. On a notamment les victoires qu'il a reçues. On a son très beau prix aussi qu'il a eu de la ville de San Francisco. On a le Donatello. Et on a ici les plus beaux prix qui sont
Les ours de Berlin, qu'il a eu pour Archimède et le clochard, et pour Le Chat avec Simone Signoret. Et on vous montre aussi ici, parce qu'on a parlé de la pichonnière, on vous montre aussi ici son bureau, qui nous a été prêté par Mathias, son fils. Et on a mis ici en photo une photo de Jean Gabin sur son tracteur à la pichonnière. Et on a mis aussi une photo de Jean Gabin dans le film La Horse. Parce que Mathias, son fils, nous racontait que dans le film La Horse, si on regarde la dernière scène où Jean Gabin est à table, il joue un peu le rôle du patriarche, il coupe le pain et tout le monde attend qu'il ait terminé de couper le pain pour commencer à manger. Mathias nous disait que dans ce film, c'était Jean Gabin comme dans la vie. Dans la vie, il était comme on le voit dans cette scène du film La Horse. Donc on a voulu mettre une photo du film La Horse de Pierre Granier de Fer, parce que c'est vraiment très emblématique de Jean Gabin dans son rôle du paysan, dans son rôle de propriétaire terrien, de fermier. Au niveau du box-office, c'est l'année 1964 où il va enchaîner des grands succès, Le Cornio, Fantomas, avec aussi Le Gendarme de Saint-Tropez. Il va devenir un des acteurs français les plus bankable, comme on dit aujourd'hui. Reconstitution du lieu de la scène culte avec André Bourvil, Jean Gabin et Louis de Funès. La traversée de Paris est un film franco-italien de Claude Autant-Lara, sorti en 1956. Espace Hermitage. Daumont. Avant d'être un cinéma, il y avait un théâtre. Le 23 avril 1924, l'actuel terrain du cinéma de Daumont était cédé à l'Union paroissiale. Passionné de théâtre, Robert Héral, industriel dans la briqueterie, construit un théâtre à la même dimension que celui du Châtelet, au centre de Paris. Après la Libération, la salle sera transformée en cinéma. L'Éden. Montmorency. Le 10 octobre 2025, un hommage à Gabin fut rendu avec la diffusion du film Le sang à la tête, d'après Georges Simenon, scénario de Gilles Grangier, dialogue de Michel Audiard avec Jean Gabin en présence de M. Patrick Glâtre, spécialiste de Jean Gabin et passionné de cinéma, et des élus locaux. Gazole tourné en partie à Montmorency avec en vedette Jean Gabin en 1955. Place du Château Gaillard est toujours un lieu de tournage avec une scène de la série télévisée Clem en novembre 2017. Elle fut diffusée à partir de 1988 sur Antenne 2. Animée par Eddie Mitchell, l'émission rend hommage au 7e art dans une ambiance élégante et conviviale. Eddie Mitchell présente des films, accueille des invités et partage sa passion du cinéma, mêlant anecdotes, extraits et regards personnels. Une émission marquante, symbole du cinéma à la télévision à la fin des années 1980. Même si l'émission a été principalement tournée dans d'autres cinémas, la dernière séance montre la façade du palace de Beaumont-sur-Oise dans son générique. Le Conti.
Passage de Gabin en tournage dans le Val d'Oise. Mélodie en sous-sol, 1963. Jean Gabin traverse Sarcelles, silhouette massive, regard fermé. Le décor est moderne, presque impersonnel, barre d'immeubles, rue neuve, anonyme. Face à cette France en construction, Gabin incarne l'ancienne génération, le calme, l'expérience, le temps long. Un passage bref, mais chargé de sens, celui d'un monument du cinéma dans un paysage en devenir. La visite se termine là, je vous invite à plonger dans son univers à travers une scénographie repensée, adaptée à tout public avec une visite du musée Gabin à Mériel. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont autorisé ce tournage et contribué à la réalisation de cette vidéo consacrée au musée Jean Gabin. Merci à la famille Moncorgé pour sa confiance et pour la transmission de la mémoire de Jean Gabin. Merci pour la documentation et les archives mises à disposition. Mes remerciements vont également à Monsieur Jérôme François, maire de Mériel. À Monsieur Michel Rigolet, maire honoraire de Mériel, en fonction en 1992, et présent lors de la création du musée. À Monsieur Patrick Glâtre, spécialiste de Jean Gabin, auteur de plusieurs ouvrages et de nombreuses expositions consacrées à l'acteur. À Monsieur Arnaud Milloux, responsable de la médiathèque et du musée Jean Gabin. À Monsieur Marc Dingreville, gérant de cinéma, pour une carrière entière au service du 7e art. À Madame Pierrette Guillemot de la paroisse de Mériel rencontrée par hasard qui m'a ouvert les portes de l'église. Et enfin, à Monsieur Alain Gomet, Saint-Bricien et expert en patrimoine cinématographique. Merci à toutes et à tous pour votre accueil, votre disponibilité. Et pour votre engagement à faire vivre l'héritage de Jean Gabin. L'association à la découverte de Paris du Val d'Oise et de l'Oise.